Je voulais quand même parler un peu de ce profil, parce que ce profil est une anomalie. Alors, je pense que je vous apprends rien en disant ça avec cette phrase. Vous ne serez pas surpris ni choqué. Vous le savez, vous l'avez entendu toute l'année. Moi, c'est vrai que j'avais pas eu la chance de le scouter l'an dernier. J'avais pas eu le temps, j'avais pas pris le temps de le faire l'été dernier. Donc, je l'ai vraiment découvert cette année. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai un peu envie de détailler cet aspect scouting, parce que moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais du scouting. Et je n'ai jamais vu un truc comme ça. Je n'ai jamais vu un profil comme ça. Moi, ça me fait un peu flipper, hein. Pour le coup, ça me fait un peu flipper. En tant que le Basket Lab et en termes de ligne éditoriale, je ne sais pas. C'est une vraie difficulté parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour parler de Wembanyama sans être tout le temps dans les loges. Mais pour le coup, si on se concentre un peu sur la défense et l'aspect scouting de sa défense, évidemment, taille et envergure de bras. C'est la base, on commence par là, mais c'est le principal. Et j'ai envie de souligner que, vous le savez, hein, mais c'est pas juste il est grand, il a des longs bras. Ce qui est absolument bluffant déjà, premier point, c'est que il est plus grand et plus long que la majorité des pivots. Et ça paraît rien, hein, mais c'est assez... Déjà, ça c'est c'est assez notable, quoi. C'est pas Anthony Davis. Anthony Davis qui lui-même était un phénomène. Bon, bah, Anthony Davis, c'est quoi, 6'11", c'est peut-être 7 pieds de haut et puis une certaine envergure de bras. Mais là, Wembanyama, il fait quoi ? Il fait 7'4". 7'4 carrément, avec les chaussures, vous savez les Américains et les mesures c'est pas top, mais quasiment 7'5 avec des chaussures en termes de pieds. Enfin avec les chaussures en termes de pieds, pardon, j'ai pas fait exprès. Bref, non oui, donc oui, très grand et très long, mais surtout, deuxième point, et là-dessus pour moi c'est fondamental, c'est que c'est pas juste le fait d'être grand et d'être très long. Pour moi c'est pas juste ça. Et je trouve que pas mal de gens se font un peu avoir avec ça, et en tout cas ne regardent que ça. Mais c'est pas ça qui fait que son profil est absolument fantastique. C'est pas ça le secret de ce cocktail. Non. Le truc qui sort de l'ordinaire, qui est littéralement extraordinaire, c'est le fait que pour sa taille et son envergure de bras, on a quelqu'un qui est d'une agilité, d'une coordination et d'une flexibilité qui est absolument bluffante. Mais vraiment. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas le fait qu'il soit grand. Et c'est pas le fait qu'il soit long. Et c'est là-dessus où le fameux débat, là, enfin c'était même pas un débat, le truc avec Bol Bol, en fait c'est notre Wembanyama, mais américain, qu'est-ce qu'il a de moins Bol Bol ? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Bol Bol, c'est quelqu'un de très grand et de très long, comme son père Manute Bol évidemment, mais Bol Bol, on est à des années-lumière en termes de coordination, en termes d'agilité, de flexibilité. Enfin ok, il a les centimètres, mais il n'arrive pas bien à les bouger dans l'espace. Et pas aussi rapidement. Parce qu'il n'a pas du tout cette coordination de gestes et cet équilibre. Et parfois, nous, on l'oublie, nous simples mortels qui faisons 1m75, 1m80, 1m85, parce que ça nous paraît évident, mais en fait, plus t'es grand, plus c'est compliqué d'avoir ça. Et la vraie anomalie de l'histoire avec Wembanyama, c'est pas qu'il soit grand, c'est surtout qu'il a un tel niveau inédit, et vraiment inédit, d'agilité, de coordination et de flexibilité de corps, hein, pour quelqu'un de sa taille. C'est ça l'absurdité. Vraiment. Et c'est aussi un peu là-dessus où je trouve que Wembanyama, il a un peu un super pouvoir magique. C'est que Wembanyama, il a un pouvoir magique que j'ai appelé d'obsolescence révolutionnaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce que j'ai sorti de gros mots ? Non, en fait, c'est que avec Wembanyama, en fait, il est tellement extraordinaire qu'on en oublie les révolutions d'avant. Et là en particulier, je pense notamment à Anthony Davis. Davis, quand il débarque en 2012, Anthony Davis, c'est un phénomène. C'est une anomalie de scouting, Anthony Davis aussi. Parce que, alors déjà, on est dans une époque où il y a un peu moins de licornes, même beaucoup moins, il n'y en avait pas. Hein. C'était lui un peu la première licorne et une sacrée licorne. Mais Anthony Davis, c'était une anomalie du scouting, c'est un des meilleurs prospects, si ce n'est le meilleur prospect qu'on a eu dans les années 2010. C'est un truc de dingue, Anthony Davis. Et notamment, défensivement. Meilleur défenseur de NCAA, alors je sais plus s'il avait eu le titre ou pas, mais c'était évident, en tant que freshman, c'était le meilleur défenseur de toute la NCAA. Et puis donc avec ce combo de taille, envergure et agilité, mobilité, voilà, on a vu débarquer ça en 2012, on s'est dit, mais c'est le futur, quoi. C'est le futur, c'est littéralement une révolution. C'est extraordinaire. Et là, on est en 2024, enfin 23, et Wembanyama arrive, et en fait on oublie à quel point Davis était extraordinaire et révolutionnaire, parce qu'en fait on a la version 2.0.
On commence maintenant à s'habituer à Wembanyama et à voir à quel point Wembanyama sort du lot. Et donc, presque, Anthony Davis, ça devient la norme en fait. Ou en tout cas, on ne réalise pas, ou alors pour les jeunes qui l'ont pas vécu, ou maintenant, avec nos yeux de maintenant, avec nos nouveaux standards, les standards Wembanyama, en fait, on oublie, on se rend pas compte à quel point Anthony Davis était une anomalie. Et précisément sur ça, sur ce que je décris, sur le combo de taille plus agilité pour la taille. C'était extraordinaire à l'époque. Et sauf que là, on a la version 2.0, même 8.0. Dans la version qui fait pas 6.11, fait 7.5, mais qui est tout aussi agile et tout aussi mobile. Alors, peut-être pas autant, mais par contre, tout aussi coordonné. Vous savez, on avait vu la vidéo qui avait tourné là. De toute façon, tout ce qui est posté sur Wembanyama, ça devient viral, mais on a vu la vidéo en pré-saison, je crois, vous savez, où il fait du yoga, là. Il fait du yoga, il se tourne dans tous les sens. Il fait le grand écart, il arrive à toucher ses pieds et tout. Alors, certains l'ont pris sérieusement, certains l'ont pris moins sérieusement, un peu comme moi. Bon, voilà, ok, il s'entraîne, ok, il est flexible, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on voit que ça se traduit en match, quoi. C'est pas juste, j'arrive à toucher mes pieds quand je me baisse ou j'arrive à faire un grand écart. C'est que, vraiment, j'insiste, hein, mais parce que moi, comme dit, en plus de 10 ans de scouting, je n'ai jamais vu ça. Mais jamais, et ça ne doit pas arriver dans les lois de la physique, quoi. Parce que d'habitude, si vous voulez, quand vous êtes un être humain qui est grand, et notamment en basket, le compromis, c'est que t'es grand, donc t'as plein de centimètres, mais c'est plus difficile de les bouger dans l'espace, ces centimètres. C'est plus difficile parce que c'est plus lent, c'est plus grand, c'est plus lourd, c'est plus difficile à manier dans l'espace. Donc voilà. Mais lui, vraiment, fondamentalement, si vous devez retenir qu'un seul truc de son profil, c'est que c'est pas que la taille, c'est pas que l'envergure, c'est un niveau d'agilité et de coordination et de fluidité, de flexibilité surtout, d'équilibre aussi, parce que en conséquence, on a un équilibre du corps qui est parfait à tout instant et qui voilà, en fait, il est toujours en équilibre, même s'il va vite. C'est ça surtout. Il a un niveau de vivacité pour sa taille qui est inédit, et surtout, contrairement à n'importe quel autre grand qui tenterait d'aller aussi vite, il arrive à rester en équilibre, lui. Donc voilà, ça c'est aussi assez extraordinaire. Donc taille, envergure et centimètres, premièrement. Deuxièmement, le méga bonus, c'est agilité, coordination, flexibilité et tout ce qu'on veut. Voilà, vous avez compris. Et troisièmement, pourquoi ce cocktail de scouting est inédit pour moi, et à mon avis, on va attendre longtemps avant de le revoir, c'est que par-dessus tout ça, vient se rajouter déjà sur ce profil, vous avez compris, anomalie physico-centimètre athlétique, anomalie physico-athlétique, physique pour le centimètre et athlétique pour vraiment le côté agilité, voilà, blablabla. On a par-dessus tout ça, en plus, on a un cerveau. Ça paraît bête, hein, mais on a un cerveau. On a quelqu'un qui a des instincts pour le jeu qui sont absolument fantastiques, des instincts naturels. Alors, pas encore toujours un niveau de compréhension du jeu. Il n'a pas une intelligence dans le sens rodé, je connais toutes les situations, je fais toujours le bon choix, etc. À la Draymond Green ou à des mecs comme ça. Et donc il n'a pas une intelligence encore qui est à 10 sur 10 ou à 12 sur 10 comme Draymond ou d'autres comme ça, ou comme Gobert, voilà. Mais par contre, on est peut-être déjà à 8 ou 9, je pense. Donc on n'est pas si loin que ça. Et on a des instincts pour le jeu, des instincts naturels. Donc pas que je pense le jeu à un tel niveau, j'ai telle ou telle lecture avancée, mais par contre on a des instincts naturels qui sont fabuleux. Et il faut bien faire la différence entre je fais tel type de lecture en défense, je sais que telle action fait ça, et donc c'est pour ça que moi je fais tel move. Ça c'est ce que j'appelle l'intelligence. Et ce qu'on appelle l'instinct, de l'autre côté, c'est la réactivité, la capacité à sentir le jeu, à réagir vite, même si t'as pas la bonne lecture, tu comprends pas totalement, tu fais tiens, y a ça, je sais qu'on fait ça, je sais réagir de telle manière, je sais aider de telle manière. Voilà, il y a tout un aspect de un peu instinct naturel, si vous voulez, qui est pas totalement pareil que l'intelligence. L'exemple le plus polarisant qui sert le mieux à illustrer ça, que j'aime bien moi, que en plus c'est un joueur que j'adorais, enfin que j'adore encore, il joue encore en NBA, c'est Robert Williams. Robert Williams, je l'avais scouté à l'époque en 2018, je m'étais régalé, les vidéos sont encore dispo si vous voulez, mais Robert Williams, c'est typiquement l'exemple d'un mec qui est instinctif, mais pas intelligent. Et l'intelligence d'ailleurs n'est jamais complètement venue, on est plutôt sur un instinctif que sur un vrai, j'ai l'aspect cérébral déjà poussé à fond. Et Wembanyama, on a un peu les deux. On a de base les instincts qui sont une qualité intrinsèque et naturelle, et l'intelligence, ça peut se travailler notamment, mais l'intelligence, ça vient se construire sur ces instincts. On ne peut pas avoir un cerveau d'élite sur des instincts qui sont pas bons. On
peut pas avoir construire une intelligence de jeu défensive sur quelqu'un qui ne sent pas le jeu, qui n'a pas des qualités de proprioception, de repérage dans l'espace et dans le temps, qui n'a pas cette réactivité aussi au niveau des actions. C'est pas juste je dois réagir face à mon défenseur, face à mon attaquant, pardon, mais c'est aussi une compréhension, une vision périphérique, une réactivité dans l'espace, de savoir ce qui se passe sur le terrain, ce côté instinct, lui il l'a. Plus aussi, comme dit, c'est pas que des instincts, il a déjà un côté cérébral, c'est pas Robert Williams, c'est pas du tout. On n'est pas encore Draymond Green. Si vous voulez, si on fait une échelle entre Robert Williams et Draymond Green, il est pas à côté Robert Williams. Le curseur est quand même très très proche de la fin, de la fin du game. On a déjà quelqu'un de très cérébral, pas parfait, mais déjà. Donc c'est bien. Et là où je dis que c'est une anomalie, c'est que il faut se rendre compte. En fait, on peut aussi illustrer ça par jouer au loto. Voilà. Wembanyama, son profil scouting défensif, c'est jouer au loto et gagner 3 fois de suite. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quelle est la probabilité d'avoir un profil physique, centimètres, donc taille et envergure, aussi grand? C'est un don de la nature, c'est la chance, quoi. C'est clairement, t'as pas de contrôle dessus. Quelle est la probabilité qu'un mec qui a déjà ça soit en plus doté de tout ce qu'on a dit de qualité athlétique, cette fois de flexibilité, coordination, etc. Ça aussi, ça peut se travailler, mais il y a aussi un côté assez inné là-dedans, c'est du capital génétique, je veux dire. Tout le monde ne peut pas se plier, moi le premier, j'arrive même pas à toucher mes pieds, mais tout le monde n'a pas une capacité à être aussi flexible, même en faisant du yoga 4 heures par jour, quoi. Non. Donc il y a aussi un capital génétique. Donc déjà, vous voyez qu'on a 2 probabilités pas si grandes que ça qui se multiplient. Donc ça en fait une, déjà, d'avoir un joueur qui a un tel profil physico-athlétique, qui est très faible de proba, et d'ailleurs, comme dit, c'est un des seuls, voire même le seul de l'histoire, qui a cette taille et à ce point agile. Donc voilà, là on le voit concrètement, ça arrive très peu souvent, la proba est à ce point faible, parce que c'est un peu le seul. Voilà. Et donc, par-dessus tout ça, on multiplie ces 2 probas entre elles, mais il faut en plus en le multiplier par une autre, maintenant, c'est celle d'avoir aussi un cerveau, et d'avoir des instincts naturels pour le jeu aussi bons chez quelqu'un qui a déjà gagné au loto 2 fois, si on peut dire, c'est le méga jackpot, quoi. C'est le méga jackpot, et c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment une anomalie. Je répète souvent ce mot, mais c'est vraiment au sens littéral. C'est une anomalie. Ça sort de n'importe quel type de norme qu'on n'a jamais vu en NBA et au basket, en fait. On n'a jamais vu ça. Quelqu'un de aussi grand, aussi flexible, et qui a déjà des instincts pour le jeu. Je pense qu'à un degré moindre, Giannis Antetokounmpo, c'était ça, mais on part pas du tout sur la même taille ni quoi que ce soit. Mais lui aussi, lui c'était un peu le jackpot il est grand, il est hyper athlétique, avec en plus, quand je dis grand, en plus il avait une charpente et des larges épaules qui fait que la charpente peut se remplir, pas comme certains qui ont des épaules un peu plus étroites, donc c'est compliqué de se muscler, donc on avait ça, et plus des instincts naturels pour le jeu. Giannis, typiquement, c'est l'exemple du mec qui avait des instincts de base fabuleux, un sens pour le jeu un peu inné de réactivité, proprioception, etc. Et qui en plus, depuis 10 ans, en fait, a construit une intelligence de jeu par-dessus. Et pour moi, Giannis partait de plus bas, en termes de savoir-faire, en termes de technique, de comment faire tel ou tel geste, en termes de lire telle ou telle rotation. Voilà, vraiment, le côté intelligence, il l'a construit. Mais voilà, Giannis, c'est un des rares exemples de méga jackpot, en termes de scouting, je veux dire. Et Wembanyama, c'est ça, mais encore plus, en fait. Encore plus. Anthony Davis, c'est ça, c'est taille, donc centimètres, c'est qualité athlétique aussi, un peu une anomalie, plus Anthony Davis aussi, Anthony Davis, un cerveau absolument fantastique, des instincts, tout ce qu'on veut. Voilà, Anthony Davis aussi, il a gagné la triple loterie, si vous voulez, du scouting, mais sauf qu'il le fait en même temps plus petit, Davis, quoi. Et pourtant, Davis a été un des meilleurs défenseurs de la décennie, c'est encore aujourd'hui un des tout meilleurs défenseur de NBA. Voilà, vous prenez la décennie, elle part de 2010, mais si vous prenez de 2015, 2014 quand il explose, de 2014 à 2024, là, cette décennie-là, c'est peut-être quoi, premier, deuxième, troisième, entre Draymond, Gobert et Davis, ça se joue peut-être à eux trois, de qui a été le meilleur défenseur de NBA, qui l'est encore aujourd'hui, c'est une anomalie, Davis. Lui aussi, un triple vainqueur du loto, et Wemby, c'est encore plus, quoi. C'est ça, mais en plus. Voilà, ça pourrait être un slogan d'ailleurs. Je sais pas si Victor, tu écoutes le Basket Lab, mais je te permets de déposer la marque, de déposer le slogan. Victor, c'est ça, mais encore plus.
Mais bref, non, mais pour moi c'est vraiment ça, et pour développer un peu sur ce côté intelligence de jeu, soit vous faites confiance un peu à mon évaluation visuelle, mais je vais essayer un peu de vous convaincre tout de même. Mais notamment, on a un indicateur stat qu'on aime bien utiliser, c'est le steal percentage, donc le pourcentage d'interception. Il faut savoir que le steal percentage, c'est toujours un excellent indicateur de l'instinct et même du QI basket, en fait, pas que défensif, mais du QI basket d'un joueur. Et alors, pourquoi est-ce que ce chiffre-là est un indicateur de l'intelligence même offensive ? Parce qu'en fait, on est sur un facteur de corrélation. Donc attention, on n'est pas sur de la causalité, on est sur de la corrélation. Et quelle est cette corrélation ? Elle est que les gens qui ont un très haut pourcentage de steal d'interception, c'est que ils font des interceptions. Ok, merci. Et pourquoi est-ce qu'ils font autant d'interceptions ? C'est parce qu'ils comprennent le jeu, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et pourquoi est-ce que tu es capable de sauter sur des lignes de passe, de faire la bonne rotation, de venir intercepter tel ou tel ballon, etc. Pourquoi est-ce que tu es capable d'en faire beaucoup ? C'est parce que tu comprends les mécanismes d'une attaque et d'une défense, en fait. Toi, en tant que défenseur, tu fais beaucoup d'interceptions parce que tu comprends notamment comment est-ce que fonctionne tel ou tel schéma, et tu comprends les mécanismes notamment aussi d'une attaque, et c'est parce que tu les comprends que tu es capable de les court-circuiter, littéralement. C'est parce que tu sais comment fonctionne une attaque et comment tel schéma va se dérouler, ou comment ça marche, par exemple une attaque de pick and roll, les lectures du porteur de balle, c'est parce que tu connais ça que tu sais jouer avec, et tu sais donc court-circuiter ces fameux schémas. Donc c'est en ça où, même si vous voulez évaluer notamment l'intelligence même offensive d'un joueur, c'est toujours intéressant de regarder le pourcentage de steal, et on le fait beaucoup en scouting, on le fait beaucoup sur des prospects à la draft, on regarde beaucoup cet indicateur, et donc sur Wembanyama, on est à 1,8% de steal percentage. Le chiffre à limite, en soi, le chiffre brut, on s'en fiche, il faut juste savoir qu'est-ce que ça représente sur l'échelle NBA. Sachez que donc on est quasiment à la barre symbolique, ce qu'on considère la barre symbolique des 2% de steal percentage. Et 2% de steal percentage, c'est la barre un peu d'élite. Vraiment. Donc, voilà, l'échelle elle est assez réduite, finalement. L'échelle du steal percentage. N'imaginez pas que les premiers de NBA sont à 50% de steal percentage. Voilà. Donc c'est une échelle assez réduite, donc il faut aussi la connaître en tête et savoir qu'est-ce que ça représente, tel ou tel chiffre. Et donc moi, je vous le dis, le 2% de steal percentage, c'est un peu une barre symbolique de « Ah ouais, ok, on a affaire à quelqu'un de vraiment très intelligent ». Et donc c'est un peu là-dessus où, quand on connaît cette corrélation entre le QI basket en général, offensif ou défensif, et le pourcentage d'interception, c'est comme ça qu'on voit aussi de manière chiffrée, et pas que dans les matchs. Ça, pour le voir pendant le match, vous n'avez pas besoin de moi, vous le voyez comme moi, je pense. Mais l'indicateur, il vient un peu recouper ça et dire, oui, en effet, on a quelqu'un qui est très intelligent, qui a d'excellents instincts. Et donc, pour vous dire, nous avons affaire, notamment en NBA, Draymond Green, en carrière, a toujours été au niveau de ce 2% de steal percentage en NBA. Voilà, 2%. Jokic, qui est pas forcément un défenseur extraordinaire sur certains domaines du jeu, mais Jokic, un des meilleurs cerveaux de NBA, toujours été entre 1,5 et 2% de steal percentage. Alors que, voilà, c'est pas un protecteur de panier dantesque, explosivité, taille, jaillir depuis le côté faible, non, c'est pas du tout lui, ce sera jamais lui, mais c'est un défenseur extrêmement intelligent. D'ailleurs, je crois que Ben Taylor vient de faire une vidéo, si ça vous dit d'aller voir ça, je pense que vous serez pas déçus. Mais voilà, Jokic, c'est un maître en la matière pour lire les petites trajectoires de passe, lire les intentions du porteur de balle, ou savoir décoder, etc. et donc faire plein de styles. Et Jokic a toujours été entre 1,5 et 2%. Anthony Davis aussi, toujours été grosso modo entre 1,5 et 2% de steal percentage en carrière. Et j'insiste parce que vraiment, être 1,8 ou 2%, c'est pas juste qu'on a affaire à quelqu'un d'intelligent. On a vraiment affaire à quasiment l'élite de NBA, en fait. Faut vraiment bien s'en rendre compte, et d'autant plus d'ailleurs pour un intérieur qui va avoir forcément des standards de style plus bas que les moyennes d'extérieur. Si vous prenez, je crois que si vous prenez Caruso, il est à 2,6 par exemple. Donc oui, parfois les extérieurs sur les lignes de passe et sur les premières lignes, premiers rideaux défensifs, ils vont avoir des chiffres et des standards plus élevés, mais par contre, pour un intérieur, être autour des 2%, c'est élite. C'est vraiment élite. Et c'est là-dessus que on voit Wembanyama qui est dans cette zone-là, on voit que oui, c'est pas juste de la taille, de l'envergure, c'est même pas juste de l'agilité, de pouvoir se retourner et faire des contres. Non, on a quelqu'un qui est déjà très instinctif et même déjà très cérébral, en fait, qui comprend le jeu, et c'est pour ça qu'il arrive à faire des actions.
C'est pas que la taille, hein. Le fameux, il est premier de NBA en termes de comptes par match, je crois, cette année. Et ça fait grand bruit, un peu partout, mais c'est pas juste, hein, les adversaires foncent sur lui, et du coup, il peut contrer les ballons. Non, c'est pas ça. C'est aussi une certaine intelligence de jeu pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, et donc faire l'action. C'est pas pareil. Et vraiment, j'insiste, c'est un niveau un peu d'élite. Pour vous dire, hein, par exemple, c'est ce qui le différencie pour moi grandement, mais vraiment grandement, de tout ce qui est juste un playmaker au panier. Voilà, ce que j'appelle un peu un playmaker au panier, c'est un peu le modèle qu'on a connu dans les années passées, même y compris encore aujourd'hui, mais qu'on a connu dans ces dernières années de mecs qui font des tonnes de contres. Mais eux, c'est vraiment juste un côté playmaker défensif au panier. C'est vraiment que la taille, que la longueur de bras et que le côté imposant, la verticalité et tout ce que vous voulez. Il y a des joueurs comme ça. Et notamment, comme dit, la différence, c'est que il y a des joueurs, c'est surtout cet aspect centimètre. Wembanyama, il a les deux. Il a centimètre et intelligence de jeu. Et donc, notamment sur cet indicateur du steal percentage, vous prenez un Hassan Whiteside, il a toujours été, grosso modo, au niveau des 1%, voire même en dessous, souvent en dessous d'ailleurs, souvent en dessous des 1% de steal percentage. Donc, les contres, oui, c'est sympa, parce qu'il est au panier, il reste au niveau du panier, et avec sa taille, il peut les faire. Mais Whiteside, il n'avait pas du tout ce côté intelligence de jeu, compréhension du jeu, côté cérébral, et de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et c'était même un peu sa faiblesse, Whiteside. C'est que oui, on a un contreur parce qu'il est à ce point énorme en termes de mensuration, mais c'est un peu tout, quoi. Il manque un peu le cerveau, Whiteside. Et donc Whiteside était au niveau des 1, voire même un peu en dessous. Roy Hibbert aussi. Roy Hibbert, en termes de verticalité, de transcendance à l'époque dans le jeu, c'était pas mal, mais le problème de Roy Hibbert, c'est que, pareil, moins de 1% de steal percentage en carrière. Parce que lui, c'était principalement un côté playmaker au panier avec sa puissance, sa verticalité en l'air, enfin, sa puissance en l'air quand il jouait en verticalité, et voilà. C'était, pour moi, plus un playmaker au panier qu'un vrai défenseur complet et intelligent. Dwight Howard aussi, toujours plutôt au niveau des 1% de steal percentage. Donc, toujours un peu marrant de voir de noter ce côté, cet indicateur du steal percentage. Pour vous dire aussi, par exemple, Joel Embiid est entre 1 et 1,5. Voilà, en carrière, il est toujours au niveau d'un peu entre 1 et 1,5. Donc, c'est pas mal. C'est même bien. Mais c'est pas élite comme Wembanyama. C'est même bien, hein, franchement, un intérieur, un pivot à 1 ou 1,5. Enfin, surtout 1,5, c'est pas mal. C'est bien, franchement, c'est bien. Mais Wembanyama, on est un step au-dessus. On est dans la catégorie Draymond, catégorie Jokic, catégorie Anthony Davis aussi, un peu. Mais voilà. Et donc, pour vous dire aussi, cette année, non pas comparé à d'autres grands contreurs de NBA, mais comparé à cette année, donc Caruso premier de NBA avec 2,6% de steal percentage, et puis au-dessus de lui, on a au-dessus de Wembanyama, donc dans le classement, et en dessous de Caruso, on a du Herb Jones, on a du Paul George, on a du Kawhi Leonard, on a du Isaiah Hartenstein, on a du Oscar Thompson, du KCP. Bref, vous voyez qu'il n'y a que des noms qui sont soit des joueurs hyper intelligents tout court, soit surtout hyper intelligents en défense. Herb Jones, Paul George, Hartenstein, magnifique, Oscar Thompson, KCP même. Voilà, ça c'est que des joueurs qui sont au-dessus de Wembanyama au classement du steal percentage. Et en fait, ils ne sont que 18. Il n'y a que 18 joueurs en NBA en 2024, parmi les gros temps de jeu, hein. Plus de 1500 minutes sur la saison, minimum. Hein. On va pas prendre des mecs qui ont fait que quelques matchs. Mais à plus de 1500 minutes sur la saison, ils ne sont que 18 joueurs à être au-dessus de 1,8% de steal percentage cette saison. Autant dire que Wembanyama est déjà top 20 en fait. Hein. Wembanyama est déjà top 20 des vraies saisons NBA. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et puis, alors, je me suis aussi un peu amusé avec les chiffres, et là vous allez voir à quel point c'est marrant et à quel point je parlais je parlais de playmaker au panier, mais avec Wembanyama, on peut parler de playmaker défensif dans sa globalité en fait. Parce qu'on n'a pas que quelqu'un qui fait des actions au panier, mais qui est pas très intelligent pour comprendre le jeu et pour s'ajuster et pour être un vrai défenseur complet. Là, si on parle de playmaking défensif, au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire faire des stocks, hein, steal et bloc, faire des vraies actions. Donc on a le steal percentage et le block percentage. Et donc, comme dit déjà, il est quasiment top 20, enfin il est top 20, 19e, en termes de steal percentage en NBA. Ok, on va s'amuser un peu, parce que Wembanyama, vous le savez, il fait pas que des steals, il fait pas que des interceptions, il fait aussi des contres. Et donc, on s'amuse un peu avec les chiffres, minimum 1,8% de steal percentage, et, deuxième critère, minimum 1% de block percentage. Et là déjà, il ne reste plus que 12 joueurs. Plus que 12.
minimum 1,8% de steal percentage, et cette fois on monte le curseur à 1,5 de block percentage. Donc on élève un peu le curseur en termes de blocs. Et là, ils ne sont plus que 5 joueurs. Il n'y a que 5 joueurs NBA à plus de 1,8% de steal et 1,5% de block percentage. On augmente le curseur à 2% de block percentage. Et là, ils ne sont plus que 3. Wembanyama, Hartenstein, et oui, Isaiah Hartenstein, et Paul Reed des Sixers aussi, qui est un défenseur très polyvalent et très, très instinctif. Donc c'est pas étonnant non plus de retrouver Paul Reed, le chouchou des hipsters de draft. Mais bref. Donc plus que 3 joueurs NBA sur cette saison 2024. On continue d'augmenter le curseur, cette fois à 3% de block percentage. Donc là, toujours plus de 1,8% de steal percentage, ça on le bouge pas. Mais on augmente le curseur du block percentage. Donc là, minimum 3% de block percentage, il n'y a plus qu'un. Plus qu'un seul joueur NBA, c'est Wembanyama, évidemment. On augmente encore, plus de 4% de block percentage, il y a encore Wembanyama. Plus de 5% de block percentage, il y a encore Wembanyama. Et plus de 6%, là, il n'y a personne, parce qu'il est que à 5,9%. Wembanyama cette saison sur Cleaning the Glass, le site de stats. Mais voilà, c'est une anomalie. C'est vraiment une anomalie en termes de à quel point on a quelqu'un qui est capable de réaliser des actions, vraiment un playmaking défensif. C'est là encore une anomalie. Donc on a une anomalie de scouting en termes de profil, mais aussi ça se voit dans le jeu, ça se transpose déjà parce que, comme dit, en fait on a déjà le cerveau. On n'a pas que les centimètres, on a aussi et déjà le Et juste pour reprendre un peu le côté scouting, il y a une action, il y a un domaine du jeu sur lequel j'avais envie d'insister un peu, parce que je trouve que c'est un aspect très sous-estimé de la défense en NBA, et même de l'évaluation. Il n'y a pas beaucoup de scouts qui vont vous en parler, mais si vous écoutez un peu parfois des excellents joueurs NBA, eux ils en parlent, ou des excellents scouts, ils en parlent aussi. Moi, c'est l'aspect de ce qu'on appelle la coordination main-œil. Alors, d'ailleurs, pas que, non. Surtout, en fait, c'est l'aspect des mains. Les mains de Wembanyama sont excellentes. On a parlé déjà de l'aspect des styles, des interceptions, il en fait beaucoup. C'est aussi parce qu'il a d'excellentes mains en soi, c'est-à-dire de grandes mains, mais aussi très puissantes et très vives. Donc finalement, c'est pas le cas de tous les intérieurs d'avoir des mains aussi vives. Donc premièrement, mais surtout, dans ce thème des mains, donc, le thème principal, et notamment pour un protecteur de panier, une qualité très sous-estimée, mais primordiale, même la plus importante, c'est la coordination main-œil. Vraiment, c'est les meilleurs contreurs de NBA, ce sont ceux qui ont la meilleure coordination main-œil. C'est pas juste les mecs qui ont une grande taille et de longs bras. Vraiment pas. Parce que cet aspect de coordination main-œil, c'est ce qui permet, grosso modo, si on résume, c'est ce qui permet de viser, en fait. Quand on part et qu'on s'élance pour le contre, c'est ce qui permet de viser et donc de taper juste et de taper sur le ballon plutôt que de taper sur la main et de faire faute. Donc là-dessus, je trouve que, là encore, c'est une anomalie, je sais pas, je vais pas répéter ce mot encore une fois, ça commence à être pénible, mais on est parmi l'élite déjà de la coordination main-œil parmi les intérieurs, clairement. Il y a d'autres joueurs moi que j'aime bien dans ce domaine. Par exemple, c'est là-dessus que je trouve que Walker Kessler est très bon, très très bon. Je vous cite pas les habituels Draymond Green, Gobert, etc. Parce que ça on le sait, mais Walker Kessler, sans doute un peu sous les radars, mais lui, excellentissime coordination main-œil, Kessler. C'est pour ça que c'est un aussi bon protecteur de panier à mon sens, Kessler, c'est pour ça. Donc voilà, coordination main-œil, Wembanyama est spectaculaire et fantastique et tout ce qu'on veut. Et j'avais envie de le souligner parce que, comme dit, c'est pas juste les centimètres. Il y a le cerveau en termes de repérage dans l'espace, proprioception, réactivité, anticipation, les lectures défensives. Donc il y a le cerveau de manière plus générale, elle est un peu une échelle macroscopique, on peut dire, sur le terrain, mais à une échelle aussi microscopique, il y a le cerveau en termes de coordination main-œil. Donc juste, il vise juste quand il fait des contres, et pas que des contres, aussi des interceptions. C'est pour ça aussi qu'il est capable de faire autant de styles. C'est pas juste la taille des mains et la puissance des mains, c'est la vivacité, c'est de viser juste aussi. Et avec d'aussi grands bras, avoir une telle coordination main-œil, c'est assez spectaculaire, il faut bien le dire.